notre invité politique ce matin, c'est Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien ministre député sortant Renaissance de Paris. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane et Clément Beaune. Bonjour. On va évidemment longuement parler des législatives, Clément Beaune, mais d'abord un mot, question à l'ancien ministre chargé de l'Europe, puisque Emmanuel Macron était à Bruxelles hier pour la première fois depuis les Européennes, premier Conseil européen. Est-ce que le résultat des Européennes et le dérapage des déficits ont affaibli la France sur la scène européenne ? Non, je ne crois pas. Vous savez, j'ai fait beaucoup de sommets européens avec le président de la République. Depuis 7 ans, il y va à peu près chaque mois. Il y a eu des moments de crise, parfois autrement plus difficiles et autrement plus inquiétants pour nos partenaires. Je me souviens de la crise des Gilets jaunes. Il y avait déjà ce débat. Est-ce que la France est affaiblie? Est-ce que la voix du président de la République compte moins en Europe? Vous savez, le chancelier Olaf Scholz de l'Allemagne, le premier pays européen par sa population, son économie, il a vécu aussi une défaite électorale très lourde dimanche dernier. Je ne dis pas que ça me réjouit, ni pour eux, ni pour nous, mais sauf que ça nous, fait en partie... plus, demain, on risque d'être placé en procédure de déficit excessif. Est-ce que oui. ça nous affaiblit pas un peu plus? C'est Emmanuel Macron qui avait sorti la France de la procédure de déficit excessif. Donc on sait que la France... C'est lui qui les remet. Attendez, on sait que la France, c'est un peu plus compliqué que ça, vous me permettrez de nuancer. On sait que la France a un sujet de dette et de déficit qui malheureusement dure depuis 40 ans. On sait qu'on a un niveau de dépenses publiques qui est structurellement plus élevé que celui de nos partenaires et pareil pour la dette. On sait aussi, et ça c'est un choix assumé, un choix social français, qu'on a plus protégé que nos voisins encore pendant la crise de la Covid et que maintenant on a un travail à faire. Pour redresser les comptes, c'est un des enjeux de ces élections législatives. Et je pense que quand nos partenaires regardent un peu le paysage politique français, ils se disent que les programmes des autres alliances et des extrêmes, ça c'est le dérapage dans le mur assuré. C'est probablement pas la procédure pour déficit excessif seulement, mais une crise de la dette majeure qui se profile là où nous avons tenu dans le passé et nous tiendrons encore nos comptes publics. On va parler de la situation nationale, mais juste un mot sur la situation européenne avant d'y passer. Les grandes manœuvres ont commencé hier pour la composition de la Commission européenne. J'imagine que vous suivez tout ça. Vous renvoyez à mes premières amours, effectivement. Alors, est-ce que Ursula von der Leyen a une chance de rester à la présidence de la Commission européenne? Est-ce qu'elle aura besoin des voix de l'extrême droite, du groupe des conservateurs, de Giorgia Meloni pour ça? Et question subsidiaire, est-ce que la France gardera 2 commissaires européens de haut rang au sein de la Commission? Alors je suis un peu plus concentré sur la campagne législative, y compris pour moi-même, que sur les manœuvres européennes que je vois d'un peu plus loin. Mais je pense que Mme von der Leyen, puisqu'elle vient de la famille politique principale issue de ces élections européennes, ce qu'on appelle le PPE, la droite européenne, pour faire court, a une chance sérieuse de rester présidente de la Commission. Je ne préjuge pas, j'ai compris qu'il y aurait un autre sommet européen à la fin du mois. C'est toujours très incertain. Enfin, ça a été une présidente de la Commission européenne qui a été à l'écoute de la France, même si elle n'est pas de notre famille politique. Je pense qu'il faut en tenir compte aussi. Et ça sera sans doute quelqu'un de cette famille politique-là. Donc autant que ce soit quelqu'un qu'on connaît et qui... a repris un certain nombre de positions. Donc c'est votre candidate? C'est pas ma candidate. Je note là aussi qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité et d'inconséquences. Les LR, ils nous ont expliqué, alors qu'ils font partie de ce groupe européen, de cette famille européenne, que c'était l'horreur, Mme von der Leyen, mais je ne sais pas très bien qui défendre à la place. Bon, donc on verra. Je me permets une correction, la France n'a plus 2 commissaires européens, mais ça c'est depuis longtemps. Nous en avons un, comme tous les pays, et bien sûr, il faudra que le commissaire européen ou la commissaire européenne française, c'est une décision du président de la République d'ailleurs, j'en profite pour le préciser dans ce contexte. On n'a aucune chance d'en avoir 2 à nouveau. Ah, ça n'existe pas, le traité dit que c'est 1 pour la France depuis quelques années, et donc il y aura une nomination sans doute à l'été, et il faut négocier ensuite un portefeuille important au sein de la Commission, c'est ça l'enjeu principal. On sera en mesure de négocier? Bien sûr, et comme l'a eu Thierry Breton, le commissaire actuel, qui a un très gros portefeuille qui couvre l'industrie, la défense, le numérique et qui a fait un travail remarquable au sein de la commission d'influence française. Stéphane, on parle des législatives. Oui, alors juste sur un mot sur l'annonce de la dissolution. Est-ce que vous vous attendiez et juste pour faire la transition, est-ce que cette annonce soudaine de dissolution de l'Assemblée nationale, elle n'a pas permis aussi de ne pas avoir à parler de la défaite des Européennes? Non, moi j'ai regretté, ça a été expédié d'un coup, du coup. Un Européen, vous le savez, convaincu, c'est pour ça qu'on en parle, qu'on n'ait pas parlé d'Europe de manière générale, suffisamment. Dans cette campagne, honnêtement, je pense qu'on est plutôt ceux, dans la majorité présidentielle, qui avons essayé de parler des enjeux européens. Bon, ça n'a pas été suffisamment le cas. Le Rassemblement national, notamment, a fait une campagne centrée sur des préoccupations légitimes, nationale, sur le pouvoir d'achat notamment, mais à esquiver tous les sujets européens. Bon, c'est comme ça. La dissolution, elle a été une conséquence politique parce qu'il fallait une réponse politique à ce séisme. Le séisme, c'était l'extrême droite à 40% et les extrêmes à 50% dans notre pays. On ne pouvait pas rien faire. C'est la bonne réponse politique pour vous ?
Oui, ensuite, je vais vous dire, je sais pas. Il n'y en avait pas d'autres? Yael Braun-Pivet a dit par exemple qu'il y en avait d'autres. Oui, on aurait pu faire des coalitions. Il y en avait sans doute d'autres, mais moi je suis député sortant, candidat aux législatives, engagé pour ma réélection, mais plus largement pour mon pays, parce que ça m'inquiète tout ça. Et donc, je vous avoue qu'il y a eu un choc. Je pense que beaucoup de Français, de citoyens, l'ont vécu. Après les extrêmes qui faisaient ce score-là le 9 juin et l'annonce de la dissolution, ce double choc, maintenant il faut aller au combat. On ne va pas dire on est sidéré, on ne fait plus rien. Donc maintenant c'est un nouveau combat politique. Donc honnêtement, je me suis posé ces questions sur la dissolution pendant 24 heures, je ne me les pose plus. Et maintenant on vote, on fait campagne, on explique ce qu'on propose. Dans les perspectives, vous imaginez que le Rassemblement national pourrait avoir la majorité absolue à lui seul, 289 sièges à l'Assemblée? Mais je vais vous dire, en démocratie, tout est possible pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il ne faut pas dire qu'il n'y aura jamais de majorité Rassemblement national. Parce que donc ça fait partie des hypothèses pour vous. Tant que les Français n'ont pas voté, toutes les hypothèses sont possibles. Et celle-ci, pour moi, serait évidemment la pire. Confier les clés de notre République, notre gouvernement au Rassemblement national et donc à l'extrême droite. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Pire que de les confier à la France insoumise pour vous? Oui, je l'ai toujours dit. Je finis là-dessus. Mais rien c'est dans votre camp, c'est pas le discours qu'on entend plus. Mais il y a deux questions importantes. Mais rien n'est écrit dans l'autre sens non plus. Et donc, moi, je pense que ceux qui vous disent que la majorité est faite, que les extrêmes sont au pouvoir, que l'extrême droite est à Matignon, c'est pas fait non plus, évidemment. Et c'est un combat. C'est un combat qui est plus difficile que jamais, qui est plus important que jamais, et que moi je mène. C'est pour ça que je me représente. Alors, on peut imaginer qu'il y a un je veux bien. Oui. Je ne veux pas esquiver la question. Moi, je considère, j'ai toujours dit, pour être précis, que la France insoumise est un parti qui est devenu, parce que je pense qu'il s'est radicalisé depuis 2022, dangereux. Et je l'ai vécu moi-même à l'Assemblée nationale ces 6 derniers mois, qui brutalisent le débat public. Je reprends une expression que je partage de Raphaël Glucksmann. C'est eux qui brutalisent le débat public, qui ont instrumentalisé le conflit au Proche-Orient pour leur propre campagne des Européennes. Tout ça est insupportable. Mais quand il y a des choix essentiels à faire, j'espère ne jamais avoir à faire ce choix, ou le moins souvent possible, mais quand il y a des choix essentiels à faire entre tout autre parti politique, y compris LFI, et le Rassemblement national, je vote toujours pour le parti qui est opposé au Rassemblement national. Je suis clair là-dessus. Je vais vous dire très franchement, oui, c'est un débat dans ma famille politique, oui, c'est un débat parfois même chez mes propres militants. Quand on est en politique, on ne tergiverse pas sur ces questions. Je vous dis ma conviction la plus profonde là-dessus. J'ai toujours été clair. Ceci étant dit, je me bats pour qu'on n'ait pas ce choix à faire, parce que je pense que c'est un choix triste, un choix réducteur. Et je regrette, en tant qu'homme social-démocrate, que parti de la gauche, d'appareil, socialiste notamment, se soit allié avec la France insoumise. Je le regrette. Ils ont effacé la social-démocratie pour vous? Je trouve qu'ils ont en quelque sorte poussé sous le bus Raphaël Glucksmann et ses électeurs dès le lundi matin. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann n'était pas au meeting de lancement hier. C'est quand même quelque chose qui doit alerter ses électeurs. Que vous les appelez à vous rejoindre, ces électeurs? Oui, après on fait du cas par cas. Moi je suis dans une circonscription où la social-démocratie ça compte. Ma conviction social-démocrate, je l'ai toujours défendue. Après on peut se situer à différents endroits. Je comprends que certains socialistes me disent, moi je suis resté au Parti socialiste, moi j'ai voté Raphaël Glucksmann, ça je peux le comprendre. Et ils peuvent me dire, écoute, moi je ne suis pas d'accord avec la majorité présidentielle, très bien. Mais en revanche, je pense que l'alliance avec la France insoumise, parce que ce n'est pas une alliance dominée par les socialistes et les écologistes, c'est une alliance dominée par le parti de Jean-Luc Mélenchon, oui c'est dangereux. Parce que dans le nouveau Front populaire, disons les choses franchement, on n'était pas obligé d'avoir Philippe Poutou, qui n'a pas condamné les attentats du 7 octobre. On n'était pas obligé d'avoir des circonscriptions en majorité données à la France insoumise. C'est ça la réalité. Il faut le dire aussi. Dans un entretien que vous avez donné au magazine Tétu, vous dites « Il ne peut pas y avoir de gouvernement commun avec LFI. La grande trahison, c'est celle faite à Raphaël Glucksmann et à ses électeurs, lui qui avait édicté un cordon sanitaire avec la France insoumise. » C'est le dindon de la farce du nouveau Front populaire, Raphaël Glucksmann. Oui, je pense Qu'est-ce qui l'obligeait à avaler son chapeau? Rien. Et je pense que c'est dommage que peut-être le dimanche soir ou le lundi matin, dans la dynamique des élections, même si on a tous été sous le choc de la dissolution, je le comprends très bien, lui et quelques autres, ils pouvaient le faire parce qu'il avait fait un très bon score ce soir-là, n'aient pas pris l'initiative de dire on travaille autrement. On dit que, par exemple, des sociodémocrates qui viennent d'ailleurs, des modérés qui viennent d'ailleurs, ne travaillent pas ensemble sur une gauche ou un programme pro-européen, laïque, républicain, écologiste, social. On aurait pu avoir des divergences, mais on aurait pu discuter. Moi, j'étais prêt à le faire. Je l'ai dit même. Je l'ai dit publiquement, le dimanche soir, le lundi matin. J'ai échangé avec un certain nombre de responsables de cette sensibilité politique. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est regrettable et qu'il y avait, c'est pas vrai de dire, parce que j'entends beaucoup de gens le dire au Parti socialiste pour sauver leur place, qu'il n'y avait pas d'autre choix que l'alliance avec la France insoumise. Il y avait un autre choix. Il était plus compliqué, mais certains le défendent d'ailleurs. C'est pas vrai qu'il n'y a aucune voix pour le défendre. Il y a M. Cazeneuve, il y a M. Gage, il y a quelques députés socialistes. Mais voilà, on aurait pu le faire. Tout le monde aurait dû faire des efforts, des gens comme moi aussi, mais on aurait pu essayer cela en quelque sorte. C'est-à-dire des gens comme vous aussi? Des gens qui viennent de cette social-démocratie.
On aurait pu travailler. C'est-à-dire recomposer un centre-gauche avec l'aile gauche de la Macronie. Je ne vais pas faire de la fiction, c'était une possibilité. Et l'aile de Bernard Cazeneuve et de Raphaël Glucksmann. C'est votre projet, je vais vous dire l'autre. Ça fait partie des choses que vous voulez mettre en place. Pour aller jusqu'au bout, moi je suis, même dans cette situation, et j'allais dire surtout dans cette situation, un engagé, un optimiste. Sinon je ne me présenterais pas aux élections, j'irais faire autre chose, je peux faire 1000 choses. Mais je suis un engagé, un optimiste, parce que je pense que s'il y a une opportunité dans ce paysage un peu désolé, dans cette dissolution qui nous met sous le choc, je le répète, c'est que dans le Parlement qui va arriver, il est très probable que personne n'ait la majorité absolue. Voilà. Moi, je me bas d'abord pour que, c'est très important, que le Rassemblement national n'ait pas la majorité, ni absolue, ni la moins forte possible, le groupe politique le moins fort possible. Ensuite, une fois que le Rassemblement national est peut-être demain une force politique importante, peut-être même la première, mais que j'espère il n'a pas la majorité, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, une alliance avec les démocrates, les républicains, les gens de raison. Je pense qu'il faut d'abord. Ça, vous serez vous-même peut-être obligé d'avaler votre chapeau ce jour-là, parce que vous aurez peut-être besoin des voix de la France insoumise pour faire passer un gouvernement, un espèce de gouvernement d'union nationale. Si avaler son chapeau, ça veut dire. Mais vous dites que vous ne pouvez pas gouverner avec la France insoumise. Pour moi, c'est contre le RN sans LFI. Comme ça, je suis clair. Je ne mets pas les choses sur le même plan, mais je suis très clair. Mais demain, je pense tout à fait possible, je ne fais pas de fiction, mais les Français voteront, qu'il y ait à construire une majorité atypique, effectivement, mais tout le monde devra faire des efforts et surmonter ses frontières et ses tabous, où des modérés, des responsables, des républicains travaillent ensemble. Je pense que c'est possible d'avoir demain une majorité, j'entendais Édouard Philippe le dire aussi, une coalition qui respecte l'identité des uns et des autres, où il y a des gens issus de la majorité présidentielle sortante, des gens issus du Parti socialiste, des gens issus de l'écologie. Édouard Philippe, il va plus loin, il présente des candidats. Il présente des candidats du centre droit républicain. Il présente des candidats sous ses couleurs à lui. Il dit qu'avec la dissolution, c'est aussi la majorité présidentielle qui a été dissoute. Vous partagez ces mots ? Le fait est qu'on repart au combat. Donc on est une majorité présidentielle sortante et on se représente au suffrage des électeurs. Donc la majorité, toute majorité est à reconstruire, c'est un fait. Mais de la même manière ? Parce que lui, il prend ses distances. Mais Édouard Philippe, ce qu'il dit, c'est qu'il faudra faire différemment. Je partage ce constat. Ce qu'il dit aussi, je crois, c'est qu'il faudra faire des coalitions. Une coalition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des partis différents, qui ne sont pas les mêmes, mais qui se mettent d'accord sur l'essentiel et sur un projet de gouvernement. Donc demain, la majorité présidentielle, ça ne doit plus être uniquement Renaissance, le Modem, Horizon. Mais il faut aller voir du côté de l'aile centrale du PS. Il est probable que personne n'est seul, même les unions, même l'union de la gauche, la majorité. Et donc, il faudra bien qu'on travaille ensemble. Et quand on travaille ensemble, je ne vais pas être trop compliqué, mais il y a différents cercles. Il y a votre cercle de proximité immédiate, ça s'appelle votre groupe politique. Il y aura des groupes politiques, peut-être nouveaux dans cette Assemblée. Et puis ensuite, les groupes politiques, ils devront travailler ensemble. C'est ce que font les Allemands, c'est ce que font les Italiens, c'est ce que font les Espagnols. C'est pas complètement de la science-fiction. En France, c'est pas notre culture politique. Je l'entends. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent depuis 2022, majorité relative égale coalition. On n'a pas réussi à la construire. Je prends ma part de responsabilité en tant que membre de la majorité sortante, mais soyons francs, les autres n'ont pas voulu non plus saisir des mains tendues. On n'a peut-être pas tendu le bras assez loin, ils n'ont pas saisi la main, c'est le moins qu'on fallait le tendre jusqu'où le bras. Non, mais je veux dire, on a essayé. Moi, ça fait que 6 mois que je suis au Parlement, mais il y a des gens qui ont essayé de travailler avec le Parti socialiste, avec les écologistes. Bon, on ne va pas refaire le match, on n'a pas réussi collectivement. Demain, il n'y aura pas d'autre choix. Et j'entends le mot de l'Union à gauche, le Front populaire, qui m'inquiète par son programme aussi, mais au-delà de ça, il ne sera pas majoritaire. Je vous le signe aujourd'hui, il ne sera pas majoritaire. Et donc les gens qui ont cette sensibilité socialiste, écologiste notamment, il faudra bien qu'ils disent, au lieu de dire les macronistes c'est affreux, on travaille avec certains d'entre eux au moins, on travaille avec des républicains modérés. Moi je ne viens pas de la famille politique des Républicains, mais je ne dis pas que je ne travaillerai pas avec des Républicains modérés si c'est ça la condition pour empêcher le Rassemblement national. On doit tous être à la hauteur de ce moment. Et vous-même, si vous êtes réélu, comment est-ce que vous vous positionnez ou vous repositionnerez Vous venez de dire qu'il y aura peut-être des nouveaux groupes. Vous avez laissé entendre que vous ne siégerez pas forcément au sein du groupe Renaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'Assemblée nationale, moi je ne sais pas dire aujourd'hui, dans ce moment incroyable, sans strict, extraordinaire, du moment, je ne sais pas dire exactement comment sera composée l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faudra s'organiser un peu différemment par sensibilité, y compris autour d'une force politique social-démocrate? Je suis ouvert. Vous avez pris vos distances avec Renaissance, avec la majorité? Mais moi, je vais être très clair, je ne mens pas aux gens. J'ai été dans l'aventure d'Emmanuel Macron depuis le premier jour. Je le revendique, je ne le renie pas. Ce serait absurde. C'est vous qui n'avez pas changé, en fait, c'est ça? C'est pas ça que je dis. J'essaye d'être le plus honnête possible, je donne pas de leçons. J'ai été pendant 7 ans engagé. On peut me faire des reproches, je n'ai pas tout bien fait, je donne de leçons à personne, ni dans la majorité, ni à l'extérieur. Mais je crois avoir défendu une sensibilité politique, une ligne cohérente. Parfois, j'ai pris mes libertés quand j'étais pas d'accord. Mais la politique, c'est aussi ça, c'est un compromis.
avec un collectif. Est-ce que vous n'êtes pas peu resté au milieu du gué, Clément Beaune? Par exemple, Aurélien Rousseau, qui était sur votre ligne, notamment sur la loi immigration, lui, il a carrément quitté la majorité présidentielle. Maintenant, il est candidat sous les couleurs du Nouveau Front Populaire. Vous l'avez envisagé, ça? Non, parce que je vais vous dire, et encore une fois, je fais le procès à personne. Je connais bien Aurélien Rousseau, on a étudié ensemble, on est de vieux amis, pour être tout à fait transparent. Donc je respecte ses choix. Mais à l'époque, il n'était pas député. Moi, j'étais un élu, engagé et élu sous les couleurs de la majorité. Ça compte aussi le message qu'on a envoyé aux électeurs quand on a été élu. Lui, ce n'était pas son cas quand il a démissionné du gouvernement. Petit 1. Petit 2, aujourd'hui, c'est son choix. Il est dans le Nouveau Front Populaire. Moi, ça me pose un problème, je suis très franchement, pas de bosser avec des socialistes ou des écologistes, mais d'être dans un programme que je pense économiquement dangereux, que je pense ambigu sur des sujets fondamentaux, y compris sur la politique étrangère, y compris sur la politique de défense, y compris sur l'Europe. Et je ne y compris sur l'antisémitisme, il est encore ambigu pour vous, le programme? Oui. Oui, vous parlez plus clair dans le programme. J'ai lu le programme. C'est mieux que ce que proposait la France Insoumise. Mais enfin, c'est pas clair. Par exemple, il faut aller chercher assez loin pour dire qu'il faut libérer les otages. Il n'y a pas la qualification du Hamas comme mouvement terroriste. On dit qu'ils ont commis des actes terroristes. Disons les choses, c'est un mouvement terroriste. Ça écorche la gorge de quelqu'un de dire ça aujourd'hui au Nouveau Front Populaire. Monsieur Poutou, je ne ferai pas de politique avec Monsieur Poutou, je suis désolé. Et donc, c'est un peu facile de dire que le problème de LFI, c'est seulement Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis candidat à Paris. C'est qui les candidats LFI à Paris? C'est Madame Obono, qui a qualifié le mouvement du Hamas de mouvement de résistance. C'est Madame Rousseau, à qui je ne partage pas tout. C'est Monsieur Caron, avec qui je ne partage pas grand-chose. Donc voilà. Il a fait son choix, mais Aurélien Rousseau, je sais aussi qu'il a écrit la réforme des retraites. Bon, à un moment, il faut quand même un peu de Alors cohérence, vous contrairement à la dernière fois, contrairement à 2022 où vous affrontiez une candidate insoumise, cette fois vous allez affronter Emmanuel Grégoire, qui est socialiste, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Est-ce que du coup son profil rend votre réélection plus compliquée? Ça, c'est les électeurs qui jugeront. Un combat politique est toujours difficile. Vous savez, j'ai été dans une circonscription difficile la dernière fois. C'est encore difficile aujourd'hui, c'est évident. J'aurais pu ne pas me représenter, j'aurais pu changer de circonscription. Vous avez hésité? J'ai hésité sous le choc de la dissolution, pas pour mes électeurs et ma circonscription, mais moi je me représente là aussi de manière cohérente, là où j'ai été élu il y a moins de 2 ans. Emmanuel Grégoire, il n'était pas dans ce projet, bon, très bien, il veut venir ici maintenant. Et j'ai été élu, les électeurs me connaissent maintenant avec cette sensibilité-là qui n'a jamais changé. Et je crois que tous les engagements que j'ai pris devant eux en 2022, sur le fond et sur le plan local, je les ai tenus. Et M. Grégoire, je le respecte, c'est un socialiste effectivement, mais simplement il a fait un choix, qui est le choix de l'alliance avec la France Insoumise à Paris, avec Mme Obono, avec M. Caron, avec Mme Rousseau, avec d'autres. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et donc je préfère être un peu original avec ma sensibilité, mes origines politiques, plutôt que d'aller faire des alliances de circonstances. Et je vais vous dire, le Parti socialiste à Paris, il domine la ville. C'est une ville qui a voté beaucoup pour Raphaël Glucksmann. Je crois que les électeurs, ils n'attendent pas l'alliance avec la France Insoumise. Et même, on me le dit beaucoup, ils sont choqués par l'alliance avec la France Insoumise. Ils ont raison. Et vous arrivez à faire entendre votre différence, votre sensibilité politique sur le terrain quand vous rencontrez les gens? Oui. Parce que vous avez des expressions, vous parliez de liberté, vous avez des expressions sur certains sujets qui posent question. Par exemple, vous êtes très critique par rapport à la réforme de l'assurance chômage. Le Premier ministre a annoncé qu'il ferait passer le décret de cette réforme le 1er juillet, en plein entre deux tours. C'est une erreur, c'est une faute pour vous? Là aussi, je l'ai dit en liberté, je le redis. Je comprends que pour des raisons techniques, on ne peut pas ne rien faire le 1er juillet parce qu'il faut que les paramètres de l'assurance chômage, le financement de l'assurance chômage perdurent. Sauf compte tenu du contexte, c'est pas du tout le bon moment, si, c'est ça? On est d'accord, mais la réforme, elle entrera en vigueur que le 1er janvier 2025, donc 6 mois après. Il faut être clair, on est dans un grand moment démocratique, on vient d'en parler. On ne va pas dire aux Français que sur des sujets aussi essentiels, on a choisi à leur place. Donc les élections détermineront aussi ce genre de réforme. Et si on me demande mon avis, si je siège demain au Parlement, c'est pas cette réforme-là. Je pense qu'il faut des changements dans l'assurance chômage, mais c'est pas cette réforme-là que je défends et que je souhaite. Je suis clair. Donc ça veut dire, parce que bon, là en même temps, Gabriel Attal ne va pas trop demander l'avis du Parlement, il ne comptait pas le faire, voilà. Ah oui. Mais il y avait des textes qui étaient prévus pour revenir sur cette réforme. Est-ce que vous pourriez les voter, des textes de Lyotte notamment? On avait commencé à discuter, y compris avec des députés de la majorité. Je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, c'est peut-être compliqué dès 8h du matin, mais le texte du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, je pense qu'il remettait en cause des éléments importants, des acquis importants de l'assurance chômage. Il pouvait même remettre en cause le principe dit de contrat cyclicité, auquel je tiens, qui dit que quand la situation économique se dégrade, on protège plus, et quand ça va mieux, on est plus exigeant avec les demandeurs d'emploi. Donc vous n'auriez pas voté? Donc ça, j'aurais pas voté. Et après, on avait commencé, mais la dissolution est intervenue, des discussions constructives avec le groupe Lyotte pour des amendements à ce texte de loi.
On verra. Je ne sais pas si ce sera le premier texte de loi de la nouvelle Assemblée, mais vous avez raison de dire que la dissolution écrase en quelque sorte l'ordre du jour législatif à l'Assemblée nationale. Le Sénat est encore là. Et donc, il y a des textes très importants qu'il faudra reprendre. Le texte sur la fin de vie. Moi, j'y tiens beaucoup, je le dis à mes électeurs, c'est une belle réforme portée par un député comme Olivier Falorni et d'autres. Il faut qu'on continue ce texte sur la fin de vie dans le nouveau Parlement. Votre affrontement avec Emmanuel Grégoire, c'est aussi l'affrontement de deux noms qui circulent pour les municipales à Paris en 2026. Est-ce que vous avez encore envie d'être candidat, vous ? Oui, mais je vais vous dire, tout ça est peu de choses face au moment qu'on vit aujourd'hui. Et donc moi, là aussi, cohérence sur le fond, cohérence sur les engagements. Je me suis présenté dans une circonscription difficile en 2022, je me représente. Je ne me voyais pas dire à mes électeurs, à mes militants, ciao, je vais ailleurs, le moment est difficile, mais ce sera sans moi. Je le fais, c'est ça qui m'importe aujourd'hui, d'être élu et de peser politiquement dans un moment où, bien sûr, la mairie de Paris, c'est important. Mais le pays et la situation qui vit là en 2024, c'est encore beaucoup plus préoccupant et beaucoup plus important. Je veux être un acteur de ce moment-là, républicain, social-démocrate, c'est ça ma préoccupation. Et vous visez toujours la mairie en 2026 ? J'exclus rien, mais honnêtement, je me poserai ces questions-là dans quelques semaines. Mais je veux être un député qui siège dans ce Parlement et qui ne fait pas de la figuration. Je veux m'engager complètement. Je dis aux électeurs, la sollicitation que je fais, c'est la confiance pour l'Assemblée nationale. Une dernière question, Stéphane. J'ai lu, je crois que c'est dans Le Point, que vous faisiez campagne en citant Bertrand Delanoë. En campagne, il faut rencontrer au moins 1000 personnes par jour. C'est votre rythme aujourd'hui ? Oui, c'est un conseil que m'a donné et répété récemment Bertrand Delanoë, évidemment une grande figure parisienne. Et, vous appliquez ? Et j'applique le conseil. La pluie ne facilite pas tout à fait les choses parce que c'est plus compliqué de donner un tract avec un parapluie ou sous les précipitations qu'on vit. Mais on continue, je lâcherai rien. Parce que quand on s'engage en politique, moi je suis encore jeune, je l'ai fait récemment, c'est pas pour être perturbé par une averse. Donc je continue. Merci Clément Beaune. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, ce sont les aides à la rénovation, Stéphane. Aides à la rénovation, comment s'y retrouver ? C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Merci Clément Beaune. On continue à parler de ces législatives tout de suite dans le club.